Donc en fait, je sais que des claques, j'en ai prises des tonnes et c'est jamais assez. Le game, en fait, c'est comment tu les transformes en un vrai enseignement. Et pour moi, un business, c'est cool, hein, mais un business, il se construit pas sur des putains d'anomalies, quoi. C'est plus un concours de qualité des contenus, malheureusement, c'est un concours en fait de visibilité et d'attention. Et je me dis en fait, t'as deux solutions. En fait, tes concurrents, soit tu leur jettes des pierres, soit tu jettes des pierres à ton ego et en fait, t'essaies de comprendre ce qu'ils font mieux que toi. Bonjour à tous, j'ai aujourd'hui la chance d'être avec Thomas Rivol. On va parler de vente, on va parler de LinkedIn, on va parler de soloprenariat, on va parler de développement d'activité, on va parler d'argent, on va parler de plein de choses. J'espère que vous allez vous amuser autant que nous. Thomas, comment ça va? Top. Écoute, merci pour l'invitation, Jérémy. Très très Bah cool. écoute, avec plaisir, je suis content de pouvoir te recevoir et qu'on puisse un peu, j'allais dire confronter des points de vue, mais en fait, je pense qu'on va être d'accord sur plein de trucs Je pense et aussi. ça va être assez facile de ce côté-là. On va pas être ni l'un ni l'autre trop challengé aujourd'hui. Non, mais je pense aussi. Mais intéressant en tout cas de partager un peu nos points de vue et je vois qu'on a des visions assez similaires, donc ça va être cool, je pense, Mhm. ce petit échange. Yes. Est-ce que pour commencer, pour ceux qui te connaissent pas, tu peux un peu nous parler toi de ce que tu fais aujourd'hui et de ce que tu as fait avant, comment est-ce que tu en es arrivé là? Yes, bien sûr. Donc je m'appelle Thomas Rivol, j'ai 31 ans. Je suis entrepreneur depuis très longtemps. J'ai monté ma première boîte vers 18 ans, une sorte de début de boîte, un bout de boîte, un petit projet, on va dire. Et après, j'ai monté des boîtes pendant du coup environ 13 ans. Je suis passionné de vente, de conversion, de tunnels de vente, etc. C'est ma grande passion. Et donc, j'ai fondé le Sales Lab, qui est une boîte dans laquelle Mhm. on accompagne des entrepreneurs et indépendants à faire en quelque sorte leur 0 à 100K, donc kick-off leur business, set up leur offre, etc., enfin développer leur activité. Mhm. Et donc, j'ai cette activité-là qui représente, on va dire maintenant, le gros de mon focus. Et à côté, j'ai fait beaucoup de coaching d'indépendants notamment pendant de longues années. Donc voilà, et je bascule de plus en plus, comme je te disais avant en off, vers du contenu de plus en plus digitalisé pour une question de confort de vie. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Ouais, complètement. C'est marrant parce que du coup, tu vois, on fait à peu près la même chose. Et pour autant, en termes de communication, on n'a pas le même positionnement. J'ai l'impression que nos cibles, elles font sensiblement les mêmes métiers, mais c'est pas du tout les mêmes personas, tu vois. Je trouve ça trop cool, tu vois, de pouvoir se dire, t'as des gens comme ça que tu peux mettre côte à côte, ils font sensiblement le même métier, mais en fait, vu qu'ils le font pour des gens différents, avec des postulats et des idées qu'ils défendent qui sont un peu différentes, avec un ton qui est différent, etc. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont peur de la concurrence. Et oui, une personne qui achète chez l'un n'achète pas chez l'autre, mais en fait, le marché, il est beaucoup plus grand que ce que la plupart des gens pensent, même en francophonie où on est tout petit, tu vois. C'est quoi ton regard, toi, là-dessus, par rapport à ce que tu fais aujourd'hui? Bah, tu sais, c'est un bon point. La concurrence, c'est souvent un peu la bête noire des entrepreneurs. Et ça l'est réellement dans beaucoup de sujets, mais pour moi, sur des thématiques qui nous dépassent. Je te parle d'industrie aéronautique, je te parle d'industrie pharmaceutique. Là, tu as des vraies notions de concurrence. Hmm. Maintenant, sur nos types de business, même quand tu fais X millions de CA à l'année, donc que tu as comme une grosse boîte, il n'y a pas de concurrence. Et pour moi, en fait, la concurrence, elle est nocive à tes yeux que si tu n'as pas un bon produit. Hmm. En fait, souvent, je vois des gens qui disent, mais attends, je peux pas, en fait, c'est trop de concurrence sur mon secteur, c'est trop compliqué, etc. Et je suis juste, en fait, désolé d'être pragmatique, mais c'est juste que t'es pas assez bon. Parce que quand tu fais pas 400 millions par an, t'as pas de concurrent, quoi. Enfin, je veux dire, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est qu'en plus, donc, t'as cette notion de concurrence hyper pragmatique par rapport à ce que tu fais, Hmm. concrètement, à ton métier. Et t'as la notion de concurrence qui est censée ne pas exister par rapport à qui tu es. C'est-à-dire, en fait, moi, je Hmm. suis convaincu, tu vois, moi, je vois un peu ce que tu fais, je check ton contenu très souvent, qui est vachement quali, d'ailleurs, j'apprécie. Merci. Et j'aime ta vision, tu vois, de se dire, notamment la vision, en fait, on accompagne des gens pour avoir des réussites normales, et en fait, on Hmm. s'en fout des réussites extraordinaires qui ne sont qu'une anomalie statistique. Hmm. Et donc, c'est plein de paramètres, tu vois, et en fait, t'as tes valeurs, ta vision, ce que tu défends, et ton caractère, ta personnalité. Et en fait, ça fait que tu auras quasiment jamais de concurrence. Hmm. Euh, et tu as d'ailleurs parfois des ponts, tu vois, en fait, même si potentiellement, moi, je discute souvent avec mes concurrents, et en fait, on a des clients qui vont chez l'un, qui vont chez l'autre, qui font un petit peu tout. Donc, finalement, moi, la notion de concurrence, en tout cas sur nos secteurs, et on va dire à notre échelle, même si on fait déjà partie des personnes dans le coaching et l'accompagnement qui ont des business déjà relativement solides, tu vois, Hmm. pour moi, elle n'existe pas. Et c'est plus un prétexte pour te dire, en fait, bah écoute, mon produit ou mon service est un peu pourri, mais puisque j'ai pas envie de bosser plus, je veux me dire qu'en fait, les concurrents, ils me bouffent mon marché et qu'ils me niquent, tu vois. C'est un peu ma vision. Je sais pas à quel niveau je dois rester consensuel ou pas dans ce que je dis, mais en tout cas. Non, non, mais tu peux y aller franchement, hein, tu vois, ici, on n'a jamais pris de pincette, c'est ok.
Je suis d'accord avec toi dans l'ensemble, en fait. Alors déjà, parce que chaque année, quand je parle avec ma team sales, je leur demande quels sont les deux, trois noms qui reviennent le plus ou les prospects hésitent entre eux et nous. Déjà, tous les 6 mois, ça change. Donc bon, la notion de concurrence, déjà, elle est fluctuante, tu vois. Ensuite, la plupart du temps, quand il y a concurrence dans la tête du prospect, c'est qu'ils n'ont pas bien compris la différence entre les autres et nous. Mhm. Et du coup, on va leur expliquer, tu vois. Il y a même des gens qu'on envoie chez nos concurrents en disant, écoute, par rapport à ce que tu veux, tu seras mieux chez eux. Chez nous, tu vas être malheureux. Et en Ouais. fait, je préfère pas te signer parce que tu vas m'emmerder une fois que tu seras dans le programme, tu vas commencer à me faire des litiges, des machins, de trucs. Je veux pas. Euh, et moi, j'ai même vu des gens qui bossaient en sales, qui bossaient chez plusieurs personnes dites concurrentes. Et quand ils avaient des calls d'un côté qui n'étaient pas adaptés, ils les renvoyaient de l'autre côté. Et inversement aussi. Hmm. Mais du coup, les deux dirigeants qui étaient bien au courant, ça leur posait pas de problème, en fait. Parce qu'il y avait une rentabilisation de tous les leads de tous les côtés. Et je pense que l'accompagnement n'est pas un marché aussi commodisé que ce qu'on veut bien nous faire croire. Et que c'est un vrai élément de différenciation, c'est un vrai persona, c'est un vrai postulat, c'est un vrai produit surtout. Ouais. Bah en fait, non, c'est juste qu'on éduque beaucoup trop mal, et je m'inclus dedans, hein, bien souvent. Hein. On éduque beaucoup trop mal l'audience en face, et donc ils ont l'impression que les gens sont concurrents. Ouais. Ouais, puis je pense que tu as aussi une question dans l'accompagnement particulièrement de fit humain, Mmh, de 100%. matching en fait entre tes valeurs à toi et les valeurs de ton formateur ou de ton coach, etc. Mmh, Et ça, c'est un truc qui est souvent hyper sous-coté. C'est-à-dire en fait, alors déjà, tu as des gens qui vont être très bons en exécution, mais très mauvais en termes de coaching et d'accompagnement. Une fois que tu as passé ça et que tu es très bon en termes de coaching, c'est est-ce que tu as un fit ou pas avec la mmh, personne qui est en face de toi. Et c'est exactement ce que tu dis. Nous, on a la même approche. Parfois, on fait des calls avec des personnes qui nous disent, bon, bah, ok, moi, je vais aller, je suis ici, je vais aller là. Ok, bon, a priori, c'est ce qu'on fait. Mais en fait, on sent qu'en termes de fit, il y a un truc qui passe pas. Et donc, l'air de rien, et même la personne en face peut le ressentir d'ailleurs, tu vois. Et en fait, si, je sais pas, elle bouffe ta tronche en coaching ou en contenu digital pendant 5, 10, 15 heures et que ça fit pas, la qualité de ce qui va sortir de cet accompagnement sera très mauvaise. Ou en tout cas, extrêmement mmh, réduite par rapport à ce qu'elle devrait être. Et dans ce cas, tu vois, tu peux potentiellement pousser chez quelqu'un d'autre qui a une autre personnalité, qui va plus résonner avec la personne. Donc, tu as mmh. un ensemble de paramètres. Mais ouais, ce truc de, tu vois, de concurrence, pour moi, il nous concerne pas, en fait. Il nous concerne. Et je dis pas ça en mode marketing, en mode oui, il n'y a pas de concurrence, le monde est beau, le monde est joli, tu vois. Mais chacun a son approche. Et je veux dire, le marché, il est tellement grand. C'est un marché qui se renouvelle tous les jours. Enfin, sur nos marchés, tu vois. Je pense que c'est juste accepter, et c'est dur, surtout quand tu débutes, hein, c'est qu'il y a des clients qui sont pas faits pour toi, et qu'il faut pas les signer. Ouais, clairement. Et si ces clients-là qui sont pas faits pour toi, ils sont faits pour d'autres, et que tu es OK avec ça, il y a plus de concurrence. Parce qu'en fait, il y a une concurrence entre si monsieur Michu, il achète chez moi, il achète pas chez le voisin, c'est sûr. Mais est-ce qu'il est le plus adapté pour moi ou pour l'autre? Et je pense qu'il y a un truc d'éducation à faire sur tout le marché, sur tous les concurrents, collègues, confrères, on s'en fout. Si tout le monde est OK et aligné avec le fait d'essayer de prendre les gens qui sont les plus adaptés pour nous et d'envoyer les autres ailleurs, là, la notion de concurrence n'existe plus. Parce que la question, c'est comment tu te places par rapport aux gens en face de toi, en fait. Carrément. Non, après, moi, je sais que le seul moment où elle existe pour moi, mais c'est pour moi, c'est très perso, c'est j'essaie de regarder parfois ce qui se fait de plus quali et de me dire voilà ce qui te manque, tu vois, tel ou tel élément, et de Mm. dire ok, maintenant il faut s'inspirer de ça et aller chercher plus. Donc en fait, la concurrence, si tu veux, c'est soit, et quand tu prends d'ailleurs tes concurrents qui réussissent mieux, moi je Mm. regarde ça, alors qu'ils réussissent mieux en tout cas en apparence, de Ouais, l'extérieur, bien vu de sûr. l'extérieur, tu vois, je regarde ça. J'essaie de capter quels sont les vecteurs et de contenu et marketing et divers, sales, etc., qui leur permettent de mieux performer. Et je me dis, en fait, tu as deux solutions. En fait, tes concurrents, soit tu leur jettes des pierres, soit tu jettes des pierres à ton ego et en fait, tu essaies de comprendre ce qu'ils font mieux que toi. Parce que systématiquement, objectivement, un concurrent, entre guillemets, qui réussit mieux que toi, c'est qu'il est meilleur que toi sur Ouais, point le barre. domaine X ou le domaine point barre, fin de l'histoire. Donc en fait, la question, c'est plus de dire, nous, on regarde jamais la concurrence parce qu'on s'en fout, on est focus sur Mm. notre produit. Par contre, je la regarde en termes de contenu, ce que ça m'intéresse, en termes de marketing, en termes de vision, et j'essaie de capter où est-ce que l'autre est meilleur, tu vois, qu'est-ce qu'il fait de mieux, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans sa démarche. Et je pense qu'en vrai, c'est un peu ça le game, c'est limite de, entre guillemets, bosser entre concurrents, c'est-à-dire en fait, c'est un écosystème, surtout le petit écosystème qu'on se partage, qui est quand même relativement restreint, Oui, tu vois, en termes tout le monde se d'acteurs. connaît. Tout le monde est copain avec tout le monde, en vrai. C'est exactement ça. Donc je me dis, voilà, essayons de tirer le positif de ça, sans fausse complaisance, sans hypocrisie, sans truc dont on est tous potes, etc. Tu vois, mais
Ah non, mais il y en a que j'aime pas, hein. Tu vois, Mais, voilà, enfin, ouais, mais ils m'ont rien fait, hein, juste, ça passe pas, tu vois, c'est viscéral, il y a un truc qui m'énerve, ça arrive, hein. c'est ça. Donc Et, voilà, ouais. et à côté de ça, tu vois, je pense que sur les 2-3 dernières années, les périodes où j'ai le plus progressé, c'est quand un concurrent à moi qui réussissait mieux que moi, que je jugeais négativement, à qui j'avais attribué tout le mal du monde, je me suis fait violence pour passer outre. Pour soit j'ai pu le rencontrer par des gens en commun et aller lui parler et prendre du temps pour discuter avec lui, soit m'avaler 10 heures de ses contenus alors que je pouvais pas blairer sa tête, et pour essayer de comprendre ce que je voyais en lui qui me plaisait pas en moi ou que moi dont je manquais, etc. Tu vois. Et en fait, à chaque fois, humainement et par extension, donc professionnellement, ça m'a fait progresser. Tu vois. Carrément. Bah, tu sais, tu as deux visions, hein. C'est soit tu critiques et tu t'enfermes là-dedans, soit en fait tu essaies de t'ouvrir un peu, de comprendre ce que l'autre fait mieux. Et à mon sens, c'est comme ça que tu progresses. Et c'est pour ça qu'en Mm. fait, je reviens à ce que je disais, tu sais, c'est euh, la concurrence. En fait, soit tu décides de la critiquer et de chercher des raisons exogènes à ton business, enfin, à la galère de ton business en quelque sorte, à des difficultés. Soit tu cherches des raisons endogènes et tu te dis en fait, il y a des choses que je fais pas bien. Comment je peux m'inspirer de tout ce que je vois pour mieux faire? Et je pense Mm. que sans tirer de règles globales, tu vois, et de dogmes, pour moi, c'est une des approches en tout cas les plus pertinentes et qui t'oblige à non pas atteindre l'excellence parce que c'est impossible, mais à constamment la rechercher. Et Ouais. sachant que c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est toujours en mouvement. Donc en fait, il n'y a rien d'établi. Tout bouge, les formats bougent. Tu vois, pendant un moment, le full digital c'était cool. Après, on est passé sur de l'hybride. Mm. Après, c'était que du. Enfin, tout évolue systématiquement. Et en fait, pour moi, si t'es pas en capacité de faire évoluer ça, ta réflexion, ta pensée, ta création de contenu, tes propositions de valeur, etc., t'es cuit en fait. Et le seul moyen de faire ça, c'est d'écouter les signaux forts sur le marché, de Mm. regarder ce que font les gens qui marchent bien, d'écouter ce que le marché fait, Pourquoi tu ils vois. le font, comment ils le font, ça. Ouais, Ouais, complètement. exact. Ouais. Et à côté de ça, tu vois, j'ai vu des fois dans notre écosystème beaucoup de jugements envers certains acteurs, tu vois. Ouais, lui, ok, il fait tant de CA, mais il fait tout mal, ça marche pas, le produit il est là, les clients sont pas contents. Et des fois, j'étais dans les coulisses de ça, tu vois. Et tu sais, je vois juste en fait un entrepreneur qui a réussi un peu trop vite, pas exprès, et qui fait de son mieux en fait. Hmm. Et je vois, tu vois, j'ai rencontré des gens autour de moi dans nos industries, des gens qui font 2 à 3 fois mon CA. Et moi, je fais déjà pas mal de CA. Et je parle avec eux, et objectivement, en termes de marketing, stratégie, vente, etc., je suis meilleur qu'eux. Il n'y a pas de débat. C'est moi qui leur apprends des trucs alors qu'ils font 3 fois mon CA. Et là, je me remets en question, tu vois. Là, je me fais face à mon miroir, je fais OK. Pourquoi ces gens qui sont moins bons que moi techniquement, Hmm. vraiment en technique, j'entends stratégie marketing, truc, pourquoi est-ce qu'ils font 3 fois mon CA? Et là, je prends une claque dans la gueule. Ils ont un meilleur product market fit. Leurs produits, leur personnalité, leur marché sont plus alignés. Hein. Il y a un meilleur founder market fit. Ils ont mieux appliqué, ils ont mieux déroulé, ils ont mieux itéré que moi. Ils n'ont pas essayé de se masturber le cerveau sur des grandes théories sur pourquoi ça a marché, pas marché. Ils Hmm. ont déroulé. Et tu te rends compte que des gens que tu voulais juger t'apprennent des choses en fait. Et c'est toujours le cas. C'est marrant que tu me parles de ça. J'ai eu la même réflexion pendant un petit voyage il y a quelques semaines où j'ai rencontré des gens qui étaient pas des génies dans la création de produits, dans la création de services, etc. C'est-à-dire qu'ils produisaient pas des choses hors du commun. Mmh. Mais, et ça m'a foutu une claque dans la gueule et j'ai pris une belle claque d'humilité malgré tout, qui étaient des génies de l'exécution. Mmh. On répète tout le temps exécution, over, machin, C'est réflexion, ouf. truc et tout, tu vois. Et en fait, l'air de rien, euh, pendant que beaucoup se branlent un peu sur des grandes théories et on réfléchit, quelle est la meilleure stratégie, ouais, mais tu comprends, moi, mon personnel est différent. Ok, en fait, t'as des gens à côté qui exécutent de manière militaire et ça envoie, tu vois. Et en fait, t'as beau avoir tous les discours de la Terre, tu sais, les trucs les plus vertueux que tu fais mettre en avant, etc. À côté, t'as des gens qui font ce que tu fais, à peu près, parce que ce qu'on fait, hein, moi, je dis ça pour moi, tu vois, sauf qu'ils exécutent en mode Mmh. hardcore et ils font plus de perf. Et moi, je me suis dit, mais en fait, voilà, juste, t'es moins bon qu'eux, c'est ce que je me suis dit, parce que t'exécutes moins fin de Ouais. l'histoire. Et du coup, ton ego, tu le prends, tu le ranges dans la boîte à chaussures, tu le mets dans l'armoire, Ma, et fin de l'histoire, tu vois. ma plus grosse claque d'humilité, je bouffais avec un entrepreneur un peu connu dans le monde du coaching, et on parle de quelqu'un qu'on connaît en commun. Et je dis, non mais lui c'est une catastrophe, il a aucun charisme, ses pubs elles sont nulles, il a pas changé telle vidéo depuis 2 ans, c'est une cata, il est pourri, etc. Moi, à cette époque-là, la discussion c'était il y a 2 ans à peu près. À cette époque-là, je plafonnais à 40-50 000 par mois. Tu vois. Et il me regarde, il me fait 200K par mois. Et là, je prends une gifle d'ego, tu vois. Mm. Genre, vraiment, mon ego dégonfle comme un ballon.
Et je suis là, je me sens comme une merde. Je fais sérieux. Oh merde. Ouais, Je me suis senti tout nul, hein. ouais, non, mais Mais c'est j'ai normal. appris. J'ai appris plein de trucs. Bien sûr. Et je pense qu'en vrai, on n'en parle pas assez souvent d'ailleurs, mais l'ego pour les entrepreneurs, c'est un truc ultra important qui nous drive, Mm. hein. On a tous Ouais. un ego, je Bien pense, sûr. Bien sûr. assez développé. On va pas mentir à dire non, l'ego, on s'en fout. Mais l'ego peut être très, très, très malsain. Et si tu cherches pas régulièrement à lui mettre des grandes claques dans la gueule, ça peut t'amener à de grandes déconvenues. Je l'ai vu, je l'ai vécu, hein, à titre perso. Je pense qu'on a tous vécu un Euh, moment ou un autre, hein. Mes premières boîtes à l'époque, en plus à l'époque, je montais une application il y a 10 ans, donc tu avais une app de sport qui était au top de l'App Store et tout, tu te sentais comme un ouf. En fait, non, tu ranges vite ton ego parce que tu comprends qu'à côté, il y a des gens qui ont des vraies boîtes qui vraiment cartonnent bien et qui sont pas 20 ans comme toi. Tu vois Mm. ce que je veux dire? Donc, en fait, je sais que des claques, j'en ai prises des tonnes et c'est jamais assez. Tu vois, après, le game, en fait, c'est comment tu les transformes en un vrai enseignement, en un vrai enseignement et en une vraie capacité à modifier ton exécution, modifier ta perception des choses, tu vois. Mais Mm. je pense que c'est une bonne chose de gifler son ego fréquemment. Ça sert en tout cas, tu vois, c'est utile. J'ai, à l'époque, j'ai fait pas mal de consulting en strat digital, etc., dans des startups. Et moi, j'avais déjà une mentalité très bootstrap, on met les mains dedans, on bidouille des trucs et tout. Et à un moment, je tombe dans une boîte, j'ai fait quelques mois là-bas, où vraiment, ils étaient en mode, on fait des grands discours sur scène, on gagne tous les concours, on gagne tous les prix, etc. Moi, je me retrouve là-dedans. Je suis à côté de la personne qui gère la communication, tu vois. Et moi, je suis là, en fait, j'ai fait une liste de tous les blogueurs, je suis en train de les contacter, etc. Alors qu'il n'y a pas de product, il n'y a rien, tu vois. Et elle, non, mais attends, la stratégie de communication, j'ai fait un mood board. On n'a même pas de produit, quoi. T'es pas en train de vendre Danone, là. On est une startup bootstrappée, tu vois. Pendant que vous vous concentrez sur les concours et tout. Et là, j'ai vraiment vu ce truc qui se heurte entre mon ego de doueur et leur ego de thinker, tu vois, et les deux qui se tapent comme ça. Et rien n'en sort. Et j'ai fini par me barrer. Et je pense que mon départ était aussi bon pour eux que pour moi. Euh, et c'est là que tu vois l'ego dans le monde des startups, mais en fait, dans le monde de l'entreprise de manière générale, et on va pouvoir en parler, et surtout sur LinkedIn. Ouais, c'est un vrai sujet. Mais alors, ouais, tu me dis quand tu vas attaquer le sujet parce que Non, non, vas-y, vas-y, je suis chaud là. Là, je suis prêt là. On va parler de LinkedIn là. parce que LinkedIn, c'est le royaume de l'ego. Mhm. On va pas se mentir. Euh, et en fait, à titre perso, j'ai une vision assez pas paradoxale, mais on va dire noire et blanche de LinkedIn. C'est-à-dire à la fois au tout début, donc l'explosion des likes, des abonnés, des vues et tout, des machins, j'étais là, ça flottait mon ego, j'étais content. Et ça m'a renforcé dans ce truc de me dire, ouais, tu vois, c'est bien ce que tu fais, cajole ton ego, etc. Ça, c'était le début. Et après, la seconde partie, ça a été de dire, ok, maintenant que je suis sans filtre, que je suis authentique et plus transparent, enfin, pas sans filtre, mais j'essaie d'avoir de moins en moins de filtres. Là, j'en prends un peu plein la tronche. Et en fait, maintenant, j'enlève complètement mon ego de l'équation. Mhm. C'est-à-dire, au début, c'était quasiment ego-driven. Alors, le but à chaque fois, c'était de faire du profit, d'avoir des clients. Nous, pour nous, LinkedIn, c'est une machine à leads, comme pour beaucoup de personnes, tu vois. Donc, au début, c'était ça, mais c'était surtout aussi, putain, ça fait comme plaisir. Tu fais des posts à 2000 likes, t'es content, tu fais des vues, puis on te met dans les top influenceurs et les machins et tout. C'est ça. L'air de rien, au début, ça te fait kiffer, tu vois. T'as ton ego qui est content. Et après, j'ai eu un switch où je me suis dit, ok, maintenant, en fait, je m'en branle de tout ça. Pourquoi? Parce que c'est de la poudre de perlimpinpin, comme diraient certains. En tout cas, c'est des conneries. Euh, et je vais être plus authentique, quitte à ce que des personnes m'aiment pas, mais je vais plus travestir ma pensée, plus travestir, essayer de ne plus travestir mes propos. Euh, et là, en fait, du coup, c'est l'inverse. En fait, si tu dis mon ego, je le sors de l'équation et je m'en branle en fait de ce que les gens pensent de moi. Il y a des gens qui vont, il y a des gens pour qui mes propos vont résonner et avec qui je vais me connecter naturellement, et d'autres qui vont se dire, mais en fait, c'est qui ce connard et en fait, tant mieux, ça fait une sélection. Donc en Mhm. fait, tu vois, le truc de l'ego, moi, c'était là LinkedIn, c'était vraiment le royaume quoi. C'était t'es là, t'es cajolé, etc. Et après, il y a eu un switch où je me suis dit, en fait, maintenant, je m'en branle. C'est des conneries. J'ai pas besoin de validation externe, donc j'ai moins Mhm. besoin de validation externe qu'au début. Et je suis passé dans l'autre phase où maintenant, c'est juste en fait créer un filtre à gens relous, à gens étriqués, tu vois, et en fait qui me permet du coup d'avoir des connexions de dingue. Et je Ouais. sais que maintenant les gens qui m'écrivent via LinkedIn, j'ai beaucoup moins de personnes qui m'écrivent parce que je suis un peu plus direct, un peu plus clivant parfois, et encore. Mais les personnes qui m'écrivent, il y a des vraies connexions. Il y a un vrai truc qui se passe humainement, et c'est bien plus précieux en fait cette qualité d'interaction et de rencontre qu'une quantité qui finalement t'amène pas grand chose, et d'un point de vue business et d'un point de vue perso surtout, tu vois.
C'est un peu ma vision en résumé. Mmh. Ouais, je suis d'accord. Moi, il y a un truc qui me frustre un peu avec LinkedIn, si tu veux, en dehors de l'ego et de tout ça, hein, c'est de voir que les gens qui font le plus de visibilité sont pas forcément ceux qui ont le plus de choses à transmettre, et plutôt des gens qui ont juste compris comment la plateforme elle marchait et qu'est-ce qu'elle récompensait. Mais en même temps, si tu veux, ce regard-là, je le mets quand même entre guillemets, tu vois, parce que moi, j'ai vite fait de me dire, on a fait X millions là sur les 2 ans et demi qui viennent de passer. Pourquoi il y a tout le monde qui est en train de lécher les fesses à machin qui fait 100K par an, mais probablement qu'il y a des mecs sur LinkedIn qui font des boîtes à 100 millions, 200 millions, 500 millions, qui sont en train de me regarder moi et qui disent exactement la même chose, tu vois. Mm. Euh, et je pense que d'un côté, c'est dommage qu'on se fasse tous expliquer la vie par des gens qui savent pas faire de chiffre d'affaires. Professionnellement, j'entends, en termes d'entreprise, hein, ils ont peut-être plein d'autres choses à apporter. Mais en même temps, ceux qui sont occupés à faire énormément de chiffre d'affaires, ils ont pas le temps de s'amuser à faire du contenu, tu vois. Et donc, c'est comment tu navigues là-dedans en tant que plateforme, en tant qu'utilisateur, en tant que créateur, etc. Euh, Moi, je sais que mon ego était piqué des fois, tu vois, de gens qui sont les cool kids de plein de plateformes et qui veulent m'expliquer la vie. Je fais 14 fois ton CA, quoi. Enfin, Mm. et c'est mon ego qui est piqué, c'est rien d'autre. Hein. Ouais. Je sais pas encore comment me positionner dans tout ça. Tu vois, peut-être que tu auras un avis sur le sujet parce que j'ai l'impression que tu as la visibilité, mais vous êtes quand même assez business driven, tu vois. Euh, et en même temps, tu cherches pas tellement à être au milieu des cool kids, à dire des trucs consensuels pour faire plein de vues. Donc j'ai l'impression que tu es un peu extrait de tout ça. Moi, je suis encore en train d'essayer de chercher un peu ma place. Je suis en train de finir en gros troll, j'ai l'impression. Mais... Non, mais je vois très bien. En fait, je suis tombé sur un mème récemment que tu as peut-être vu, où tu as deux images, et en fait, l'image de gauche, tu as un mec avec une blouse blanche, avec un seul micro tendu devant lui, et à côté, il y a ses zones de compétences. Et donc, tu Oui. vois, dans sciences, c'est rempli à 100%, euh, Ouais, chimie, ouais, 30%, je vois lequel, ouais. TikTok, 0%. Et à côté, tu as un mec plus jeune, habillé de manière un peu colorée, etc., qui a zéro dans tous les domaines de compétences, par contre, qui a 100% sur TikTok, et Mmh. il a 20 micros qui sont tenus Ouais. devant lui. C'est un peu ça le truc, tu vois, c'est qu'en fait, Mmh. malheureusement, les gens les plus écoutés sont pas forcément les gens qui ont les choses les plus intéressantes à dire, mais ces personnes ont réussi quand même à développer des audiences, à créer du contenu, à fédérer du monde, donc tant mieux, et du coup, on peut leur tirer notre chapeau. Ouais. Maintenant, je pense que on a un peu la même vision dans le sens où on recherche quand même de la visibilité, parce que ça nourrit le business, l'air de rien, et c'est quand même cool, tu vois, de monter une audience, de créer du contenu, etc. Mais je pense que toi comme moi, on a aussi accepté, et comme beaucoup d'ailleurs, on a aussi accepté le fait de se dire, j'irai jamais totalement, même si on est obligé de le faire sous la structure parfois, mais j'irai jamais totalement travestir mes contenus Mmh. pour jouer au jeu de l'audience au détriment du jeu de la qualité. Mmh. Tu vois, ça, par exemple, moi, je sais que C'est quand une je question sors que un je me pose contenu, beaucoup. Hein. bah, après, Vas-y. c'est une question à laquelle on n'aura pas la réponse de toute façon à court terme. On Mmh. saura qu'avec le temps. Mais d'ailleurs, bah, j'en parlais avec Basile, dont je te parlais tout à l'heure et que je salue. Euh, en fait, si Est-ce tu qu'on veux, est-ce qu'on doit mettre un jingle aussi quand tu dis son nom? ouais, ting, ting. Chacun son tour. Et, Blague d'initié. Personne qui comprendra, mais c'est pas grave. et en fait, on parlait de ce truc de, en fait, tu vois, ta pensée, tu la formules dans ta tête, et Mmh. ensuite, tu essaies de la verbaliser, puis de la retranscrire et de l'écrire. Donc déjà, entre le moment où elle sort de ta tête, de ton cerveau, et le moment où elle est sur papier, il y a déjà un filtre qui s'applique. Et ensuite, entre le moment où elle est écrite sur ton ordinateur et le moment où tu la postes sur LinkedIn ou sur un réseau, il y a encore un autre filtre. Ce qui veut dire qu'en fait, ta pensée, l'essence même de ta pensée, elle est pervertie par tout le chemin parcouru. Et donc, en fait, le game, Mmh. c'est de dire, est-ce que je veux absolument que ce soit bien copyrighté, que ça rentre dans les codes, etc., pour faire de la visibilité? Ou est-ce que je veux conserver en quelque sorte ma pensée la plus pure, mais je suis prêt à faire en sorte de perdre en résonance auprès de mon audience? Et en fait, là où c'est paradoxal, et où on est coincé, et où pour moi on restera coincé, c'est qu'en fait, on a tous les deux des business où notre visibilité a un impact sur notre CA. Enfin, j'ai le sentiment, l'air de rien, malgré tout, sur peut-être à différentes échelles, peut-être, tu vois. Et on est obligé, finalement, de jouer aussi au jeu de l'audience et de la visibilité. Donc, on est Mmh. obligé de pervertir un peu cette pensée et de pas la retranscrire aussi purement qu'elle aurait pu sortir. Tu vois ce que je veux dire? Et à mon sens, c'est 100%. plus des réseaux, et je pense qu'on est coincé. En fait, on n'a pas trop le choix. C'est aussi un problème de niveau de conscience. Euh, Entre le moment où j'ai démarré moi cette activité il y a 5-6 ans et maintenant, mon niveau de conscience de ce qu'il faut pour réussir, qui est-ce qui va réussir, comment est-ce qu'ils vont réussir, est plus le même. À côté de ça, je sais ce qui fait acheter les gens, je sais la qualité de mon produit, etc. C'est une discussion que j'ai avec tous les gens qui sont dans cette industrie depuis longtemps,
qu'ils aient fait 100 cas par an depuis 10 ans ou que ce soit des gens qui fassent 10 millions. Hein. On a tous le même problème de si je veux qu'un maximum de gens achètent, il faut que je vende du rêve. Si je vends du rêve, mon propos est travesti, il est plus tout à fait vrai parce que je suis obligé d'annihiler toute la nuance. À côté de ça, il y a aussi notre réalité, c'est que tu as des gens aujourd'hui qui ont une vie, qu'ils ont créé toute pièce comme ils veulent, qui kiffent, qui gagnent de l'argent, qui sont heureux, parce qu'on leur a vendu du rêve au début et qu'on leur a pas dit les efforts qu'il y avait en chemin. Et donc en fait, c'est de trouver où est-ce que je me mets entre en fait, il y a des gens que je pensais voir foirer et qui vont réussir. Il y a des gens que je pensais voir réussir et qui vont pas y arriver. Il y a des gens qui vont estimer qu'on leur a menti. Il y a plein de trucs qui vont se jouer là-dedans. Et moi, il faut que je trouve mon juste équilibre avec mon message commercial. Ouais. Et ce problème de niveau de conscience de ma pensée avec le recul et arriver à un certain niveau de complexité et de nuance, mais Internet ne tolère pas la nuance. Elle résonne qu'en absolu, si tu veux faire de la visibilité. C'est comment je me place là-dedans. Ça, c'est un enfer. Ouais. Non, mais je pense que tu as tout résumé. Ça, c'est le sujet le plus infernal des réseaux. C'est que la nuance n'existe pas, dans le reach en tout cas. Et ce qui est drôle, enfin drôle, pas forcément drôle, mais c'est que pour moi, un propos non nuancé perd absolument toute sa valeur. Mais on glorifie les propos très, très clivants volontairement. C'est-à-dire, en fait, tu vois, cette notion de clivance dont on parle tout le temps, et t'en as deux parties. T'as la partie, est-ce que je suis clivant parce que juste je suis authentique et je dis ce que je pense et ça suffit? Ou est-ce que je suis clivant parce que je cherche à créer deux camps et à créer une polarité, quasiment, tu vois? C'est tout le sujet de comment te positionner et comment créer du contenu. Et je pense que malheureusement, en tout cas sur le jeu des réseaux, on n'a pas vraiment le choix. On est obligé d'enlever une part de nuance. Je le vois même sur mes contenus LinkedIn, dans les accroches, etc. Tu es obligé. Pourquoi? Parce qu'après le jeu, c'est... en fait, si tu veux, c'est pas thèse, antithèse, synthèse, c'est thèse. Et je pars du principe que l'antithèse va débarquer dans les commentaires et qu'ensemble, on va créer une synthèse. C'est un peu comme ça que je résume le truc, tu vois. Et moi, ma vision du truc, c'est que de toute façon, on est obligé de... Alors, il faut juste être à l'aise avec le message que tu véhicules. Et pour moi, il faut que tu aies la conviction de délivrer un excellent produit, comme c'est le cas que tu as. Je sais qu'on partage cette vision. Dire qu'on est convaincu qu'on a un excellent produit et du coup, on est à l'aise niveau marketing. Ouais. Et à partir de là, c'est toi qui jauges à quel point tu peux aller dans le radical, entre guillemets, dans le clivant, dans le clickbait quasiment parfois, tu vois, pour te dire mon but en fait c'est juste d'attirer l'attention parce que finalement en fait le game c'est plus un concours de qualité des contenus, malheureusement c'est un concours en fait de visibilité et d'attention. La vraie je sais plus qui disait attention is the new currency, donc en gros la nouvelle devise c'est vraiment l'attention. Et je pense qu'en fait malheureusement le game c'est ça, donc on n'a pas le choix. Maintenant j'avais vu un moment une interview, je sais plus avec qui tu parlais, mais où tu disais, nous, en fait, on cherche pas à faire des réussites exceptionnelles et à promettre aux gens de faire 2 millions par an. Déjà, en fait, si on peut te faire gagner 4 ou 5 000 euros par mois, c'est déjà très, très bien. Et 100%. en fait, moi, c'est ma vision à 200%. Donc, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, putain, ça fait plaisir de l'entendre dans un podcast. C'est vraiment stylé parce que nous, c'est ce pour quoi on se bat. Et en fait, quand on le dit, c'est vraiment pas sexy, ça fait pas rêver les gens. Et ce qui est drôle, c'est que quand on te dit, ouais, on va faire en sorte que tu gagnes 50 000 balles par mois, machin, là, on te dit, ouais, putain, la proposition de valeur, elle est vraiment cool. Et du coup, tu vas vers ces produits-là. Alors qu'en fait, à côté, tu as des gens qui ont un marketing moins rugueux, tu vois, qui te disent juste, en fait, moi, je vais juste t'aider à construire un business solide, rentable. Tu vas peut-être faire beaucoup, mais ce que je dis tout le temps, c'est qu'en fait, voilà, ouais, ce que je dis tout le temps, moi, c'est que tu as 0,001% de chance de faire un business à 1 milliard ou à 500 millions, mais tu as 90% de chance de construire un business à 4 ou 5 000 euros par mois si tu t'y prends bien. Si c'est bien setup. Et en fait, c'est ça l'enjeu, tu vois, de ce discours, moi, que j'avais à la base. C'est que la stratégie qui a 0,1% de chance de t'amener à 100K par mois n'est pas du tout la même stratégie que celle qui a 99% de chance de t'amener à 3-4K par mois. Clairement. Et donc, en fait, si je te vends 100K, je suis obligé de te faire avoir des actions et des stratégies extrêmes qui ont très peu de chances de marcher, mais si elles marchent, elles explosent. Ouais. Et j'en parlais récemment dans la vidéo que j'ai fait avec Oussama. Je lui disais, pourquoi est-ce que ma stratégie, alors qu'elle marche si bien, n'est pas très populaire? Parce qu'elle n'est pas scalable. Ce que moi j'enseigne à mes clients, tu ne peux pas l'amener au-delà de 10-15 cas par mois. C'est pas possible. Donc tous les gros n'y vont pas. Donc tous les gens qui cherchent des raccourcis n'y vont pas. Du coup, il y a de la place pour tous les autres. Et on a une stratégie qui marche. Mais elle n'est pas sexy parce que elle t'amène pas vers la stratosphère. Mais je leur dis,
bâtissez déjà les bases, en fait, les fondations. Gagnez déjà 3 000 à 4 000 € par mois. Regardez ce que ça fait de les avoir, en travail, etc. Montez à 10 000, regardez ce que ça fait. La plupart des gens qui disent, moi, je veux faire 10 millions par an, une fois qu'ils sont 10 000 balles par mois, ils arrêtent, ils en ont plus rien à foutre. Tu sais, je me demande je me demande en fait dans quel sens le marché va aller. Est-ce qu'à un moment donné, il y aura un point de rupture où les gens vont comprendre qu'en fait, les stratégies qui te promettent de faire 2 millions par an en bossant 2 heures par jour, ça marche pas. Et est-ce que du coup, ces personnes-là vont se dire, OK, maintenant, je veux passer à autre chose, il y a d'autres contenus qui me promettent moins monts et merveilles, mais qui sont sans doute plus pragmatiques, enfin, plus pragmatiques et plus réalisables. Ou est-ce que ces personnes vont se dire, comme elles se le disent déjà pour certaines, en fait, ouais, finalement, tous les coachs, formateurs, machin, sont des mythos, parce que ça marche pas. Du coup, fuck off, et d'où les blagues de coach, de coach, de coach, de coach. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Alors, j'en parlais de ça il y a pas longtemps dans un truc que j'ai tourné avec Valorant. Et il me disait, tu penses pas que les gens ils vont se lasser, ils vont comprendre, ils vont aller vers des approches comme la tienne, etc. Je disais, non. Parce qu'en fait, il y a des nouveaux entrants sur le marché tous les mois. Et les nouveaux entrants, ils n'ont pas été multi-exposés à des promesses marketing, ils n'ont pas été déçus par des programmes qui abusaient, ils n'ont pas vu la surenchère des promesses. Ils arrivent, ils se disent, lui, il me propose de faire 3 000, lui, il me propose de faire 100 000, lui, il me propose de faire 1 million. Le programme, il est au même prix. Ah, je vais aller faire 1 million. Ouais. Et puis, au pire, si avec sa stratégie 1 million, ça marche pas, j'arriverai bien à faire 10 000. Sauf que c'est pas les mêmes stratégies. Ouais. Et puis je pense qu'il y a un sujet de persona aussi. Ouais. C'est pas les mêmes personas. Alors sans vouloir faire de généralité, mais généralement, je dis sans vouloir faire de généralité, généralement, c'est bon quand même. Ce que je vois généralement, c'est qu'en fait, tu vois, nous, et je pense que t'as pareil, on a des personnes qui sont un peu plus âgées, qui ont vu un peu plus de choses, qui ont Ouais. testé un peu plus de choses, 100%. et auprès desquelles l'approche de te dire, je vais t'apprendre à faire 1 million en bossant 3 heures par jour ne fonctionne absolument Ouais, c'est pas. ça, exactement. Et non seulement elle fonctionne pas, mais en plus elle les repousse. Hmm. En revanche, l'approche de dire, écoute, nous, de toute façon, après moi, c'est à titre perso, je sais pas faire un business à 500 millions parce que je l'ai jamais fait. Donc je pourrais Exactement. pas l'enseigner. C'est pragmatique, tu vois. Par contre, créer un business qui fait 1 million ou deux et créer un business surtout qui te permet au début de générer 5, 6, 7, 8 000 euros par mois, ça oui, fait et refait plusieurs fois, etc. Donc on est là, on peut le faire, tu vois. Et le sujet, c'est ça en fait. C'est quel est ton persona, quel est le niveau de connaissance de ton persona. Et quand je parle de connaissance, c'est de connaissance du marché, de connaissance pragmatique du business. En vérité, il y a quelqu'un qui n'a jamais fait de business. Tu lui dis, bah écoute, je vais t'aider à faire 1 million cette année. Il se dit, ok, c'est bon. Tu vois, il y a trois, Hmm. quatre témoignages de gens qui ont fait 1 million. Sauf qu'en Exactement. fait, il y a 2000 personnes qui ont fait la formation ou qui ont pris le coaching. C'est le Et il y en a problème. quatre, forcément. Alors oui, tu as quatre use cases qui sont remontés, forcément, parce que c'est les quatre anomalies. Et pour moi, un business, enfin c'est con, hein, mais un business, il se construit pas sur des putains d'anomalies, quoi. Un business, il se construit sur un truc qui est pas sexy sur le papier, mais qui s'est répété 10, 15, 20, 100, 200 fois. Hmm. Et t'y vas, quoi. Tu vois, pour moi, il n'y a pas de... c'est comme tous les trucs... ça me fait marrer, tous les derniers trucs shiny, les nouveaux logiciels, les nouveaux machins et tout. Et en fait, il y a un truc, tu vois, où, le fameux syndrome du shiny object, qui est... Hmm. Pour les personnes du coup qui connaisseraient pas qui n'y connaîtraient pas forcément, c'est le shiny object, c'est le dernier élément qui vient de sortir, qui paraît super brillant et vachement cool, et Si qui j'ai pas finalement réussi n'aura jusqu'à pas. maintenant, c'est parce que j'avais pas ce truc-là. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Et ça, on est en plein dedans en ce moment. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont un business qui est pas encore rentable parce qu'ils ont pas mis en place les bonnes choses. Par contre, tu dit, putain, il y a un nouvel outil qui va me permettre de scaler de ouf, genre mes campagnes d'acquisition, mes machins et tout. Et elles foncent dessus. Tu sais, c'est comme le truc de, genre, je sais pas, t'as pas encore signé de client, mais tu fais une campagne de prospection et tu shootes à 2000 personnes, mais tu connais même pas ton persona. T'as même pas de feedback. C'est pas quel copywriting mettre. Tu vois, c'est cette approche où en fait, j'ai l'impression que à Je le force vois de tous les promettre jours. beaucoup, Je tu le vois, vois on tous va les dire, jours. c'est ouf, en fait. Et ça, pour moi, c'est ça, en fait, au-delà des contenus qu'on voit qui sont mis en avant, etc. C'est ce truc systématiquement du shiny et de ce qui est beau, joli et prometteur. Et tu vois, et je parle même pas de cette notion des boring businesses, on y reviendra peut-être après, tu vois, mais ce qui est boring, ce qui est chiant, malheureusement, c'est ce qui fonctionne souvent, en fait. Sauf que c'est tellement pas sexy, bah, qu'on va pas en parler. Parce que Parce que, c'est pas parce que sexy. tout le monde veut faire le nouveau Chanel. Il y a personne qui veut monter un business de benne à ordures. Ouais, ouais. Sauf que la bonne à ordures, elle gagne plus d'argent que Chanel. C'est exactement ça. Et donc ça marche pour les business et pour les compétences. Tu vois, j'ai ce truc Hmm. de boring 100%. skills et les boring tasks. Qu'est-ce que tu fais au quotidien, quoi. Et en fait, Hmm. mais quand tu reviens, alors je vois qu'on partage quelques références aux US d'entrepreneurs relativement connus à travers nos contenus, tu vois, mais la plupart, Cody Sanchez, Alex Hormozy notamment, et compagnie. notamment, et tu vois, les Hormozy, les Cody Sanchez, etc., te disent, prends un truc,
fais-le de manière quasi obsessionnelle. Ponce-le. Répète-le jusqu'à ce que tu le maîtrises à la perfection. En fait, je te dis ça parce que ça m'énerve en fait vraiment profondément de voir des gens qui ont des compétences hors du commun, qui ont des capacités vraiment hors du commun, mais qui se perdent alors qu'elles ont même pas encore signé 5 clients sur déjà comment j'automatise mon business avec ChatGPT, comment je fais des campagnes de prospection pour 3000 personnes. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'ai toutes les semaines des personnes qui me disent ouais, tu penses pas que je pourrais, je sais que vous êtes contre, hein, mais tu penses pas que je pourrais lancer quand même une ou deux petites pubs, tu vois, pour récupérer des leads. Je fais qui? Quel lead? Bah, je sais pas, des gens qui pourraient acheter mon programme. C'est qui? Je fais, tu vas faire comment ton targeting? Je fais déjà la pub. Quand t'es bon, tu vas brûler 5 à 10 000 euros pour comprendre. Ouais. Toi, tu vas juste brûler 50 000 et t'auras eu 0 client, quoi. Enfin, arrête. Ouais, clairement. Et en parlant de Shiny, tu vois, moi j'ai ce truc, je sais plus quand est-ce que j'ai dit ça la dernière fois, mais j'ai une chance. Enfin, une chance, malgré moi un peu. Si je fais des photos de moi sur les réseaux sociaux, en Porsche, dans des paradis fiscaux, avec des grandes villas, je perds des clients. Mais vraiment, hein, genre, ils supportent pas. Si je me mets à la montagne avec mon chien, je gagne des clients. Ça m'incentive naturellement à me comporter normalement et à pas courir après l'objet brillant et à pas être dans la surenchère de promesses. Parce qu'avec les années, j'ai développé un persona qui peut pas blairer ça. Ouais, ça m'étonne pas. Mais pour tout te dire, moi, je me suis posé la question très récemment, il y a de ça 5 ou 6 mois, en voulant me dire, j'ai envie d'aller. En fait, si tu veux, moi, mon persona, c'est du 30-35 ans, grosso modo. Tu vois, donc, a déjà vu des choses, qui a déjà monté des boîtes, etc. Mais ma vision à titre perso, au fond de moi, c'est que j'ai envie de prendre une revanche par rapport au système éducatif, notamment par rapport au post-bac. J'ai un long passif. Alors avant, je me suis viré de différents lycées, machin. Après, j'ai intégré une grande école de commerce. Je me suis barré en cours de route. Enfin, et j'ai un truc qui m'a gêné là-dedans. Et il y a des paroles, des choses qui ont été dites et faites qui, moi, m'ont profondément touché. Et en fait, c'est ce que je disais encore hier sur un podcast, c'est qu'en fait, moi, j'ai la chance d'avoir un bon entourage autour de moi pour me dire, bah, non, mais t'inquiète, en fait, ce qui est dit là, c'est de la merde. Crois en toi, va au bout. Et donc, c'est ce qui m'a aussi permis de réussir. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas cet entourage et ce cadre qui leur permet, en fait, de garder confiance en eux et en elles après avoir entendu ça. Et donc, en fait, mon game, c'était de me dire, pour en retomber sur mes pattes, c'était de me dire, j'ai envie aussi d'aller toucher des gens qui, comme mes deux frères, ont entre 20 et 25 ans et à qui on propose soit des business schools à 50 000 balles les 5 ans pour apprendre à monter un business Pour finir en avec un cabinet de diplôme, conseil. voilà, soit de se former sur YouTube, mais eux, ce qui les font rêver à cet âge-là, alors pas tous, mais la plupart, c'est justement le fait de mettre des belles trucs, des belles bagnoles, des beaux machins, etc. Et du coup, j'étais en plein là-dedans et je me suis dit, est-ce que j'ouvre pas mon Insta, genre en public, est-ce que je mets pas faire des trucs un peu plus lifestyle, tu vois, alors jamais trop brutaux, tu vois, mais est-ce que je me mets pas à communiquer un peu sur le lifestyle pour donner un peu envie et tout, tu vois, j'étais en plein là-dedans et j'ai commencé un tout petit peu à le faire. Mais comme toi, en fait, je suis profondément pas à l'aise avec ça. Alors, c'est pas que je perds des clients pour l'instant. Alors, j'ai quelques personnes qui m'ont dit, ah ouais, ouais, tu vas un peu et tout, tu vois. Et d'autres personnes qui m'ont dit, ah ouais, c'est cool, en fait, j'avoue, ça me fait un peu envie, machin. Et donc, j'ai aussi chopé quelques clients. Mais je suis profondément à titre perso. Et je dis pas encore parce que ça va peut-être changer par la suite, mais je suis pas encore à l'aise avec ça. Mais je cherche un moyen, en fait, tu vois, pour porter ma vision, au-delà de me dire, bon, bah, comment on va scaler, etc., d'aller attaquer cette tranche d'âge qui, moi, enfin, je le vois à travers mes deux frères, tu vois, tu as des gens qui ont entre 20 et 25 ans, qui ont une dalle que même nous, on n'avait pas à l'époque, qui ont faim d'apprendre, qui ont soif de contenu, qui ont soif de faire. Et il y a des super produits de formation, des super produits de coaching sur le marché, mais il y a aussi plein de trucs à la con. Mais il faut parler leur langage, sinon ils n'ont pas Ouais, accès. c'est ça. Et donc, c'est tout le paradoxe, tout le truc est un peu compliqué. Et je trouve que j'ai pas encore. J'ai Je sais le pas même encore. questionnement. Parce qu'en fait, si tu veux, alors, au global, moi je suis quelqu'un d'assez casanier, mais quand je m'amuse, tu vois, en termes de lifestyle. Euh, mais j'ai du mal à poster ça vraiment sur les réseaux, à part pour faire une blague une fois de temps en temps, tu vois. L'année dernière, avant mon mariage, ma femme, elle avait loué un Airbnb qui est stratosphérique, c'est une espèce de petit château juste avant le mariage, pour qu'on se repose, etc. Et j'avais fait une story en mode, elle s'est trompée, elle nous a loué un château, quoi. Enfin, mais c'était plus pour rire qu'autre chose. Et en fait, ce qui me dérange là-dedans, c'est que si je commence à montrer beaucoup de ça sur les réseaux, ça sous-entend que tu vas forcément atteindre ça ou que je te vends ça. Et alors qu'en fait, non. Moi, je te vends pas ça parce qu'avec 3-4 000 balles par mois, t'as pas accès à ça, tu vois. Et moi, c'est ça qui me gêne. Et en même temps, j'essaye de montrer des choses.
mais je vais plutôt dans ce cas-là, en fait, chercher à m'afficher avec des gens qui touchent ces gens-là et les obliger à avoir des conversations un peu plus profondes, Mhm. plutôt que moi juste montrer des lambeaux, tu vois. Et Ouais, c'est parce que, en intéressant. vrai, juste, j'aime pas les bagnoles, je m'en fous, en fait. Moi, c'est les Ouais, montres, mon truc, par exemple, mais pareil, je les montre pas. C'est pas ma strate de pub, c'est juste moi, j'aime ouais. ça. En fait, tu vois, en image, ce que j'ai tenté de montrer, c'est pas forcément des choses physiques, c'est du lifestyle, mais pas du lifestyle dans le sens où regarde ce que j'achète, c'est regarde ce que je peux faire de mon temps. Mm. C'est-à-dire la liberté que je peux avoir, par exemple, de jamais bosser le matin, Mm. de juste dire je fais du sport, je fais des promenades en forêt et puis parfois je vois mes potes. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, ma vision, moi, quand je te parlais de lifestyle, c'était pas forcément montrer les bagnoles que je m'achète, les montres que je Non, m'achète, etc. comment tu marketes ça en image, en fait? Bah, c'est compliqué, mais À c'est part, plus. à part te prendre en photo dans ton lit avec Netflix, tu vois, Ouais, enfin. non. Et en plus, je consomme très peu Netflix, et encore moins de mon pieu. Non, non, mais je vois, en fait, c'est très compliqué. Mais pour moi, d'ailleurs, le vrai luxe, c'est le temps. 100%. Et donc, c'est très compliqué à marketer en image. Mm. Très compliqué. Par contre, à travers quelques stories, quelques prises de parole, etc., tu peux communiquer un petit peu sur ce truc. Tu vois, par exemple, moi, la richesse ultime, c'est pouvoir faire mon sport le matin, personne ne me casse les couilles sur la journée à me dire tu fais ci, tu fais ça, pouvoir voir ma famille, mes potes autant de fois que je veux, et pouvoir bouger à l'étranger et faire des bons restos et inviter tout le monde sans me prendre le chou. Ça, pour moi, c'est la Mm. richesse ultime. C'est pas de m'acheter un yacht, c'est pas de me racheter deux bagnoles de plus. Pendant un moment, j'ai eu ce truc d'acheter machin, une voiture de sport et montre, j'ai eu ce délire-là. Et tu comprends vite qu'en fait, une fois que tu as ça, bon, bah, tu es toujours le pauvre de quelqu'un et que tu pas plus heureux. Par contre, les moments de qualité que tu vas passer avec les gens qui t'entourent, ça, tu t'en rappelles toute ta vie. Donc moi, j'ai une 100%. notion du 100%. luxe très simple, entre guillemets. Mm. Le luxe, en fait, c'est juste avoir le contrôle de mon temps, pouvoir utiliser ce temps à bon escient pour voir les personnes qui me sont chères et faire des choses qui me font kiffer, plus que personne ne m'emmerde, plus jamais, basta. Tu vois, et pouvoir voyager un peu, machin truc, et surtout faire plaisir aux gens que j'aime, quoi. Donc c'est une vision du luxe qui est très simple, qui, oui, demande des moyens, évidemment. Je peux pas dire fuck off à n'importe qui avec des 1000 balles par mois, c'est sûr. Mais donc c'est comme tu dis, pas un luxe qui est facile à retransmettre en image, Mm. si ce n'est potentiellement par des voyages, par des performances sportives, par des moments entre amis, mais moi que je partage pas sur les réseaux, donc là je suis coincé. Donc tu vois, c'est vachement paradoxal en fait. T'es un peu dans un truc où tu sais pas comment faire. Euh, Il y a quelques années, je faisais des stories et des vidéos à l'iPhone, ça l'arrache, en lendemain de soirée. Genre, bon les gars, nous sommes présentement à Chiang Mai, vous m'avez vu danser avec des bracelets fluo partout jusqu'à 6 heures du matin, et vu la gueule des verres, c'était des shots. Il est 9 heures, j'ai un rendez-vous, tu sais, t'as encore un œil collé, c'est comme ça, je fais, allez, on va travailler! Et détendre un peu l'atmosphère. ouais, Mais plus que ça, en fait, c'est d'essayer de passer un message qui est compliqué à expliquer. Et je vais te dire ce que j'en pense, parce que je suis sûr que tu l'as compris aussi, mais ensuite, il faudra qu'on développe un peu. C'est l'argent ne sert à rien quand on a. C'est-à-dire que quand tu as atteint un certain niveau de richesse, tu te rends compte que ça sert à rien pour être heureux et que en fait presque ça sert à rien dans beaucoup de situations. Mais ce postulat n'est vrai qu'une fois que tu l'as, mhm, parce que le fait de l'avoir t'a permis d'enlever tous les trucs dangereux de ta vie. ouais, Que ce soit géographique, sociétal, plein de trucs, tu vois. Une fois que tu as de l'argent, tu te rends compte que le vrai game d'avoir le maximum d'argent possible, c'est de pouvoir être mobile si demain ça part en couille dans ton pays, c'est de pouvoir soigner d'une façon extraordinaire les gens que t'aimes le plus si demain il y a un problème ou si toi t'as un problème, c'est le fait de pouvoir être en sécurité physique, de vivre dans un endroit qui est inspirant, d'être en maîtrise de ton temps, de pouvoir racheter du temps, de pouvoir déléguer toutes les tâches de merde. C'est ce que moi j'appelle la fuck you money ordinaire, tu vois. C'est pas s'acheter des yachts, des jets, des machins, des trucs, c'est par carrément. contre, j'ai une vie trop cool. J'ai une vie trop Ouais, cool et je suis dans un grand niveau de sécurité dans mon quotidien. Mais une fois que tu arrives à avoir ça, le reste, en vrai, tu fais le caprice une fois, deux fois, trois fois, et après, bon, c'est la mhm, quatrième montre, la quatrième voiture, la quatrième paire de chaussures très chères, ça sert à rien, quoi, t'en fous. ouais, carrément. Mais je pense que ça, c'est un cheminement qu'on peut expliquer, qu'on peut détailler autant qu'on voudra, Faut le euh, vivre. mais qui ne peut quasiment que se vivre. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, on m'avait dit ça, mais je l'avais pas vécu et Mm. je le comprenais pas. Je l'imaginais, mais je me disais, mais non, arrête. Je sais pas, quand t'as encore plus de cash. Et maintenant, même maintenant, je me le dis parfois, je me dis, putain, mais imagine, je pourrais acheter ça, et puis ça, puis ouais, un jour une Ferrari, machin. Et en fait, tu te dis, mais c'est absurde, tu vois. Mais je pense que quand t'as pas vécu le truc, au début déjà, t'as ce truc de, il me faut du cash pour la sérénité. C'est-à-dire pour me dire, Mm. je veux ne plus avoir à galérer, à payer mon loyer, etc. C'est les premières étapes, tu vois. Je veux mettre un toit sur la tête de ma Mm. famille, je veux avoir Pyramide de Maslow, hein.
C'est exactement ça. Et après, petit à petit, en fait, tu commences à rajouter des couches et tu te rends compte que toutes ces couches que tu viens ajouter sont de plus en plus superflues, en tout cas Mm. par rapport à l'impact qu'elles ont sur ton bonheur, hormis la dernière couche qui n'est pas vraiment la dernière parce que c'est un game sans fin, mais la dernière couche où tu te dis là c'est bon, je suis serein pour mes proches et pour moi. Et surtout, je me sens heureux par rapport à la gestion de mon temps. C'est ce que tu disais. Et je me sens Mm. surtout en pleine capacité, en pleine liberté. En fait, pour moi, la liberté, c'est la capacité à t'extraire vite d'une situation problématique. Mm. Aussi simple que ça. Et l'air de rien, c'est pas si facile d'arriver à cette situation-là. Même financièrement, quand tu es à l'aise, tu peux parfois avoir des situations qui sont très Mm. problématiques parce que c'est pas que financier, que matériel. C'est aussi structurel, c'est relationnel. C'est est-ce que tu as des relations qui sont toxiques autour de toi? Comment tu les dégages potentiellement? Il y a un ensemble de paramètres qui viennent. 100%. Mais comme tu dis, en mode pyramide de Maslow. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois d'abord t'accomplir. Et d'ailleurs, ça, c'est ma conviction. C'est qu'au début, quand tu gagnes du pognon, c'est très, très égoïste. C'est-à-dire, en gros, c'est pour mon lifestyle, pour moi, ça, on n'ose pas l'avouer, mais c'est pour moi, 100%. je m'achète des trucs. Je me montre que je vaux quelque chose, que, tu sais, j'élimine toutes les frustrations passées, j'achète. Moi, je sais que le premier mois, j'ai fait 100 000 sur un mois, et je crois que j'ai tout cramé. Moi, Sans compter. la première année, on a acheté 3 Rolex. Hein. Autant Voilà. ça sert à rien. Ouais. J'ai qu'une main gauche. Hein. Ben non, mais ça sert parce que je pense que c'est un peu cathartique et Mm. surtout tu comprends que c'est pas la finalité. Et après, tu as toujours des motivations un peu égoïstes, etc. Mais tu commences à te dire, ok, maintenant que j'ai eu mes petites pulsions, là, que je me suis laissé aller, tu vois, qu'est-ce que je peux faire maintenant de ça pour améliorer non seulement mon quotidien, mais aussi celui de mes proches et des gens qui m'entourent. Parce qu'en fait, euh, ton kiff, alors je voyais, je sais plus, je crois que c'est Tougan qui parlait de ça il y a quelques années. Il disait le kiff ultime. C'est 2 millions de cash de côté, une baraque avec ta femme, tes gosses, un grand jardin et un Toyota increvable qui bougera jamais. Et en fait, le vrai bonheur, il tient à des choses extrêmement simples auxquelles tu peux accéder que quand tu as validé pour moi un certain socle financier. Alors tu peux être très heureux aussi avec très peu de moyens, évidemment, mais le vrai bonheur, il vient avec une certaine forme de liberté. Et pour moi, la liberté, c'est une émancipation que tu as essentiellement financièrement au départ. C'est-à-dire en fait Mm. cette capacité à générer assez de cash, cette fameuse fuck you money. Pas pour dire fuck you au système, genre je t'emmerde, je suis pas reconnaissant de ce que j'ai comme Pour ça. pouvoir le faire au cas où tu en as besoin. Exactement. Et tu vois, il y a une vraie différence pour moi entre le fait de faire les choses et avoir la capacité de faire les choses. Et c'est là pour moi que se trouve que réside le vrai pouvoir. C'est pas dans la capacité à l'exercer, c'est dans la capacité à l'avoir, avoir le Mm. pouvoir. Et pour moi, c'est fondamentalement différent. Enfin oui, différent. Ouais. Et pareil, tu vois, pour le cash, quand tu commences à générer du cash, le vrai pouvoir, c'est pas de te dire je m'achète ci ou ça, c'est je peux le faire, mais je le fais pas forcément. Tu Mm. vois, c'est cette capacité justement à être un peu pas dans la retenue, mais à te dire le fait de céder à la pulsion, quelle qu'elle soit, c'est pas forcément ça qui va me libérer. Ouais, puis une fois que tu peux, souvent, Qui me rend t'as heureux. moins envie, quoi. Après, ça, C'est je n'importe sais quel. pas. Hmm. Mais la plupart des objets de luxe, tu vois, quand tu peux pas te le payer, t'en rêves. Quand tu peux t'en acheter 10. Bon, après, ça va toujours plus loin, tu vois. Genre, moi, mon kiff, c'est les Ouais. montres. L'autre fois, je vois une montre qui me plaît. Et en plus de ça, c'était une Hublot, Skeleton, carbone, machin, etc. Et je me dis, oh, normalement, en général, les Skeleton, tourbillons, tout ce que tu veux, je peux pas me les offrir encore. Mm. Et je me dis, oh, Hublot, peut-être ça passe, tu vois. Et donc, je regarde, et je vois 165 000. Je fais, ah non, ah non. Et encore, Ouais. 165 000, je suis qu'au milieu du game des montres. Hein. Je suis pas là au boss de fin. Hein. T'as des boss Mm. de fin à 1 million. Donc, tu peux toujours aller plus loin dans le délire. Mais au bout d'un moment, ça perd de sa saveur. C'est Alex Hormozy qui a fait une vidéo qui a dit j'ai vécu comme un multimilliardaire pendant un an, voici ce que ça m'a vraiment coûté. Et c'était de l'ordre de 350 000, 350 000. Alors, pour tous les Mm. foyers lambda qui pourraient nous écouter en France, c'est énorme. Mais pour un mec qui fait 50 millions de chiffre d'affaires annuel, s'en fout, tu vois, c'est rien. C'est une mouche. Il dit j'ai Ouais. déjà le train de vie d'un milliardaire avec ça. Donc, en fait, ça sert à rien. Ouais. Non, mais je pense qu'il y a une question de mesure surtout et de rapport entre ce que tu dépenses et ce que tu rentres. Mm. Et en fait, in fine, alors c'est sûr que tu vois, le jour où tu fais 50 millions par mois, moi je pense que du coup les montres chères, tu t'en branles et ça a plus d'impact, tu vois, mais Tu rachètes des journaux à ce moment-là. ouais, de ouf. C'est ça, c'est le nouveau game. Bah, c'est le pouvoir après, hein. Ouais. C'est simple, hein. Après le game de l'argent, c'est le game du pouvoir, hein. Et on le voit très bien hein, sur beaucoup d'entrepreneurs. Mm. Qui revient un peu à l'ego d'ailleurs, à notre sujet de l'ego. Mais non, le sujet, je pense que au début, tu vois, ça passe beaucoup par le matériel parce que c'est une sorte d'accomplissement, quoi qu'on veuille dire. On a baigné dans un monde, dans des films, etc., où
le vrai accomplissement de soi, il passe d'abord par un accomplissement matériel. C'est-à-dire, tu peux, t'es en capacité de t'acheter des choses. Et, voilà, ça passe par ça. Et après, tu t'ouvres à différentes choses et tu comprends qu'en fait, c'est pas. Alors, sauf quand t'es collectionneur et que t'es passionné, c'est pas 10 mondes de plus qui vont te faire kiffer. Mais par contre, tu vois, alors typiquement, Mais même si t'es collectionneur en vrai, hein, oui, ouais, à parfois voilà. un moment, et en plus de ça, en termes de collection, à chercher des petites pièces vintage qui ont été restaurées, Ouais. qui datent des années 1900 ou même 1850, qui, selon les marques, vont coûter que quelques milliers d'euros par rapport à des montres toutes neuves qui valent 450 000. Si t'aimes vraiment le produit, en fait, t'es pas obligé d'aller dans les sphères à 450 000 pour être heureux, du coup. Mm. Mais après, je suspends tout jugement pour les personnes qui achètent des Patek, Oh, etc. non. Je me dis, en fait, elles ont bossé pour l'avoir, donc Mais c'est leur argent, ils font ce qu'ils veulent avec. Hein. Moi, j'ai aucun exactement. problème avec ça. Il y a pas de jugement. Donc ouais, non, mais c'est assez intéressant. Et tu vois, moi, je sais qu'à titre perso, par exemple, pendant longtemps, j'ai rêvé, genre de débarquer dans un truc de luxe chez Saint-Laurent et de tout m'acheter, etc. Et maintenant, ça m'intéresse plus. Enfin, tu vois, bah, on est pareil, on porte un t-shirt Uniqlo à 5 balles. Je sais pas si c'est Uniqlo, toi. Non, C'est- moi, c'est trop classique. Ils m'ont retargeté en mode, vous êtes musclé du haut du corps, mais vous avez un peu de ventre, on a le t-shirt qu'il vous faut. Et pendant un an de retargeting, j'ai pas cédé. J'ai fait, non, je vais maigrir. Et là, au bout d'un moment, j'en ai eu marre des t-shirts trop serrés. Je fais, attends, ça a l'air bien leur truc, envoie. Donc voilà, donc tu vois, j'ai lâché ce truc sur les fringues, je m'en fous un peu. Alors les montres et tout, j'aime bien Hmm. ça. Donc tout ça pour dire que j'irai rarement chez Saint-Laurent dépenser 5K. Par contre, je peux dépenser 5K dans un Michelin avec ma famille, mes Ouais. frères, mes parents, mes Ouais, amis, mais tu vois. c'est des trucs dont tu te souviens toute ta vie ensuite. Et c'est exactement. Alors ta veste en cuir à 5K, dans 5 ans, elle a cramé. Je Plus, en celle avec fait. exactement. Non, mais exactement. Et en vrai, je pense que, mais encore une fois, c'est compliqué à imaginer quand tu vis pas le truc. Ouais. Mais après, quand tu vis le truc, tu captes qu'en fait, ce qui a vraiment de l'impact, et surtout quand on voit tout ce qui se passe en ce moment, et l'air de rien. Alors déjà, moi j'ai une conviction, c'est que ton capital financier et matériel tient à très peu de choses. En fait, on l'a vu, Hmm. n'importe quelle situation financière stable ou fortune ou grande fortune peut tomber à n'importe quel moment. Ça, moi, c'est ma grande conviction. Je me trompe peut-être, mais je sais que tu peux tout perdre très rapidement. Hmm. Un enchaînement de choses qui t'arrivent dans ta vie, tu sais pas comment ça peut se passer. Donc, j'ai le sentiment qu'en fait, du coup, il faut profiter de ça. Et le meilleur moyen de profiter de ça, enfin, en fait, tu profites pas tout seul, quoi. C'est de profiter Hmm. avec des gens. Et donc, en 100%. fait, le meilleur moyen de profiter avec des gens, c'est de créer des expériences, c'est de créer des souvenirs. Et tu vois, je me souviens quand j'ai commencé vraiment à gagner beaucoup, tu vois, enfin, ce qui est beaucoup pour moi. Les premiers trucs que j'ai fait, c'était des restos avec ma famille, avec mes meilleurs potes. C'était acheter une bagnole, mais aller rouler avec mon père et mon frère, faire 500 km, faire des road trips. Et en fait, ce qui reste, à aucun moment, c'est le matériel. Alors, si tu te Hmm. rappelles de la première montre que tu as achetée, parce que c'est un truc Ouais, mais parce que souvenir. c'est une espèce de signal statutaire, mais pas pour les autres, c'est à soi-même de dire ça y est, Ouais, je l'ai fait, tu vois. C'est que exactement. ça, hein, c'est que ça, c'est rien d'autre. Hein. Mais après, j'ai pas de souvenir en fait de choses matérielles. Les seuls souvenirs que j'ai, c'est les week-ends qu'on a passés ici, les vacances qu'on a passées là, ou même pas sur des locations et tout, des trucs en fait où tu peux te dire, là en fait j'ai décidé de pas bosser pendant 2 semaines pour aller voir un tel qui habite à 2000 km et passer un peu de temps. Et en fait la vraie valeur c'est qu'on elle est là-dedans, Hmm. mais elle passe par une liberté financière. C'est ça le truc en fait, c'est que c'est pas parce que en fait c'est pas plus tu vas dépenser d'argent, plus tu vas être heureux, c'est plus tu vas être en capacité d'être libre Financièrement. financièrement que tu vas pouvoir dégager du temps. Enfin, à mon Hmm. sens, c'est ma vision des choses, Non, tu non, vois. je suis complètement d'accord avec toi. T'as plein de trucs qui disent l'argent fait pas le bonheur et tout, effectivement. Ok, mais oui et non, il y contribue fortement sur beaucoup Non, de mais points. l'argent, on en revient à ce que je te disais avant, tu vois, l'argent fait pas le bonheur une fois que t'en as. Ouais, c'est ça. C'est en fait, c'est l'argent ne rend pas heureux, mais ne pas en avoir empêche de l'être la plupart du temps quand Ouais, même. Pas complètement. systématiquement, tu vois, il y a des gens qui ont très peu et qui arrivent à être très heureux. Mais quand, quand t'as vraiment pas d'argent et que tu décides de vivre dans le système, t'es broyé en fait. T'as Ouais, aucun choix possible, tu peux rien faire, t'es une victime du système, tu vois. ouais. Euh, et moi je disais ça à des clients il y a pas très longtemps, il y a deux moyens d'être profondément libre dans le monde dans lequel on vit actuellement, c'est d'être hors système dans une forêt ou d'être très riche, quoi. Ah bah, Entre complètement. les deux, c'est un peu la merde quand même. Hein. Complètement. Non, mais j'ai compris tard. Alors, moi, je l'ai compris tard, ça. Et tu vois, on parle beaucoup de la classe moyenne et la classe moyenne plus et Hmm. nouveau riche et machin de ça. Et en fait, finalement, c'est littéralement la classe qui se fait le plus défoncer, mais dans tous les sens. Hmm. Au niveau des impôts, à tous les niveaux. Et le vrai game, en fait, c'est ça. C'est pour moi, mais je vois pas l'argent comme une je suis pas assoiffé d'argent, tu vois. C'est juste, en fait, je suis assoiffé de liberté. Hmm.
je suis assoiffé de revanche quelque part aussi envers certaines personnes et certains pans du système qui m'ont fait comprendre qu'en fait, je devais fermer ma gueule et que c'était pas bon pour moi. Et je me rends compte qu'en fait, on est beaucoup à s'être senti un peu brimé et à s'être dit, tu vois, ça me va pas, ce qu'on m'impose, le statu quo et tout, ça me plaît pas, ça me convient pas. Donc je m'affranchis de ça et je suis prêt à me faire chier à la gueule pendant longtemps pour peut-être un jour arriver à une situation où je dirais, vous voyez, j'avais raison. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, je ressens ça. Tu sais, tout à l'heure, on parlait des personas. Et indifféremment de l'âge, du sexe, du type de business, etc., chez toutes les personnes que j'accompagne, et c'est peut-être pareil pour toi, je ressens ce truc systématiquement, mais vraiment quasi systématiquement, de on m'a pas dit ce que je valais vraiment. En tout cas, on m'a pas donné la chance de croire en ce que je valais. Et le seul moyen de m'émanciper et de me prouver à moi, le début de la pyramide de Maslow, tu vois, ma propre valeur, c'est de me lancer en fait quasiment en tant qu'indépendant. Mm. Parce que je sais que mon résultat va être en quelque sorte le miroir de ce que je vaux, de ce que je sais faire, de ce que je peux faire. Et systématiquement, c'est pas forcément un truc de revanche genre malsain, mais j'ai des gens qui ont une fin, pas matérielle d'accumuler des choses et des possessions, etc., et de la réussite, mais une fin de revanche, une fin de Ouais, liberté. besoin de prouver. Ouais. Et besoin de se prouver, beaucoup plus d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser, que besoin de prouver aux autres. Mm. C'est des gens à qui on a répété, ouais, avec ce que tu fais là, ça va pas, ou qui ont eu genre un manager hyper toxique pendant X années qui leur a dit, mais en fait, t'es qu'une merde, ferme ta gueule, exécute. Euh, et un enchaînement de couches, tu vois, qui font qu'en fait, au bout d'un moment, la marmite était pleine, ça a pété, et ils se sont dit, mais en fait, allez vous faire foutre. Vous allez voir ce que je vaux. Et souvent, il y a cette rage un peu de, Moi, c'était ça, hein. tu vois, Moi, j'ai toute mon adolescence, post-adolescence, post-bac. On m'a dit, ouais, quand t'auras fini de faire joujou avec tes sites internet, t'iras rejoindre la boîte de papa comme c'est prévu et tu fermeras ta gueule, hein, quand t'auras fini avec ton hobby. Et il y en a encore aujourd'hui, hein, des amis de la famille, 70, 80 ans. Et alors, ton truc, là, ça marche un peu? Ouais, je fais 10 fois ton salaire annuel, tous les mois. Et je t'emmerde. Enfin, ouais. c'est de revanche, tu vois. Ah, j'ai raison. Ouais. Non, mais le jugement, il est très, il tourne C'est toujours dur. en tâche de fond. Ouais. Ouais. Complètement. Et je pense que du coup, c'est ça une des premières motivations au début, c'est de te dire, te prouver à toi. Je pense que d'ailleurs, en étant honnête, c'est peut-être d'abord prouver aux autres Mm. et après te prouver à toi. Ou je sais pas comment ça fonctionne. En tout cas, j'ai pas encore réussi, tu vois, j'ai pas Je, encore assez de recul par je rapport à tout pense, je ça. pense que ça dépend si tu as démarré en ayant une faible image de toi-même ou si, au contraire, tu sais, t'as une image de toi-même assez haute, mais personne ne le voit à part toi, personne ne croit en toi. Je pense que ça dépend un peu d'où tu démarres, en fait, comment tu te positionnes, hein. Ouais, c'est possible. Je sais que tu vois, à titre perso, j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont aidé à croire en moi et tout, qui m'ont toujours Mhm. poussé. Mais par contre, dans mon entourage proche, tu vois, quand j'étais au collège et au lycée, je racontais déjà que je voulais monter des boîtes. Et on me disait, vas-y, toujours plus, vas-y, ferme ta gueule, arrête avec tes conneries, viens en cours. Et je commençais après à floquer un peu des t-shirts, à essayer de les vendre et tout. Et on me disait, tiens, regarde-le là avec ces trucs. Véridiquement, tu vois. Et après, encore pire, après en post-bac, j'ai passé un an en école de commerce, dans une grande école de commerce. Et là, en termes de jugement, on était en mode, Ah bah. là, j'ai pris un peu cher. Et ce qui est drôle, c'est que, mais c'est toujours le cas en fait, parce que j'entends toujours la même rengaine. Et c'est 10 ans après, tu croises les mêmes personnes. Et là, leur regard et leur vision a changé, tu vois. C'est plus du tout pareil. Et ça me fait rire. Ça me fait rire, mais je vois que j'ai l'impression qu'on entend toujours les mêmes rengaines, mais parce qu'en fait, ça marche toujours comme ça. C'est toujours pareil. Tu te fais toujours stigmatiser quand tu veux penser un peu différemment, quand tu veux faire un peu différemment. Et quand tu réussis plus ou moins, en tout cas, je dis ma petite échelle, t'as toujours ce truc de... Alors, vous voyez. Et t'as même pas besoin de le dire, en fait. C'est les gens qui le voient, tu Mhm. Ouais, complètement. J'ai une dernière question pour toi. Si tu devais donner un conseil au Thomas qui a 15 ans, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? vois. Un conseil, c'est une bonne question, parce que j'en aurais 50. Un conseil, je vais hacker un peu la question en faisant une phrase longue, comme ça je pourrais en inclure plusieurs dedans. T'inquiète. Un conseil, ce serait d'exécuter, d'agir, de faire le plus vite possible, en n'ayant pas peur d'échouer, vraiment, vraiment d'avoir mal, et surtout en écoutant une seule chose, qui est ta voix intérieure. C'est-à-dire que là, pour le coup, tu vois, je parle même pas à moi, tu vois, je me dis à n'importe qui, 15 ans en arrière, c'est
on sait pas quel entourage t'auras, je connais pas les réactions de ton entourage, je sais pas ce que les gens vont te dire de toi, ce qu'ils vont penser, etc. Mais c'est, écoute juste ta petite voix. Alors parfois on va te dire non, tu devrais écouter ton entourage, tu vois, on te dit ne touche pas l'eau brûlante, tu vas te brûler. Bah j'ai presque envie de te dire c'est con, hein, mais je préfère toucher. Mais là maintenant, tu feras bien. Ouais, voir que c'est chaud et en tirer des conclusions. Pourquoi? Parce qu'en fait, s'il y a bien un truc que je déteste, c'est les dogmes Mm. établis sur lesquels tu n'as aucune emprise et au-delà de ça, sur lesquels tu vas être un réceptacle à jugement et à critique si tu oses les remettre en perspective. Et en fait, oui, il faut respecter les règles, oui, heureusement que la société fonctionne par règles. Ok. Mais ce truc de te dire tout est dogmatique, et dès que je souhaite remettre quelque chose en perspective, je suis pointé du doigt, stigmatisé et jugé, c'est le plus grand danger pour Mm. moi de notre société, et ça sera le cas dans 10 ans, dans 15 ans et dans 20 ans. Donc c'est en gros, pour le dire à la cool, c'est bouge-toi le cul, sois un putain de rebelle, et aie la dalle, tout en écoutant vraiment ce que toi tu veux vraiment, et sais t'appuyer, en fait, profite des soutiens que tu peux avoir qui seront hyper précieux, hyper importants, mais ne pense pas à travers le prisme des autres, fais toi, et tu verras qu'en fait, en cours de route, tu as d'autres personnes qui vont venir se greffer à ce que tu fais, qui vont t'aider à t'élever, que tu vas aussi par la suite aider à s'élever. Mais n'attends pas en fait de la société quelque chose qu'elle te donnera pas, parce que tu seras systématiquement déçu. Mm. Donc tu m'as demandé une réponse, je t'en ai mis 15 dedans, Non, mais c'est intéressant. C'est mais t'as intéressant. un peu un... Thomas, où est-ce qu'on te retrouve si on veut en savoir plus sur toi et ce que tu fais? sur LinkedIn, on va faire simple. Plus simple. Thomas Rivol avec un On Y. mettra, on mettra le lien dans la description de toute façon. Thomas, merci beaucoup pour ton temps, merci pour tout ce que tu nous as partagé. C'était très cool de te recevoir ici. Je suis très content qu'on ait pu enregistrer cet épisode. Merci mille fois à toi, hyper cool, hyper sympa, et je pense qu'on aura d'autres échanges en Ouais, on et en off. sûrement. À très bientôt et merci à tous de nous avoir écoutés.